Comme vous allez le voir, cet épisode est assez ambitieux et il a été rendu possible grâce à Displate. Plus d'infos en fin de vidéo. Cette lettre est à l'intention du secrétaire général des Nations Unies pour qu'il accepte, j'espère, l'indépendance de mon pays. Ma nouvelle micronation est prêt, c'est historique Voilà, c'est fait, cette chaîne YouTube est officiellement un pays indépendant. C'est pas une blague. Enfin presque. Si vous voulez devenir le citoyen ou la citoyenne de cette nouvelle nation, vous pouvez. Le lien est dans la description. En revanche, si vous voulez en savoir plus sur comment faire pour créer un pays, je vous suggère de regarder la vidéo. Cette œuvre d'art contemporain est le symbole de la création du Kosovo. 24 mètres de longueur, 3 mètres de hauteur, ce mot qui signifie nouveau-né siège au centre de la ville de Pristina, la capitale de cet état. Officiellement, ce pays a tout juste 12 ans. Mais dans la pratique, ce pays n'existe pas aux yeux de tout le monde. J'ai eu la chance de visiter le Kosovo et c'est une expérience qui m'a fait me poser de nombreuses questions. Pourquoi autant de stations-service? Pourquoi autant de stations de lavage de voitures? Pourquoi si peu de peinture sur les maisons? Et évidemment, qui décide qu'un pays existe? Le Kosovo est vraiment une bizarrerie géopolitique. Plus de la moitié des États membres des Nations Unies ne reconnaissent toujours pas ce territoire, et plusieurs institutions internationales refusent son adhésion. Pour l'UNESCO ou pour Interpol, le Kosovo est donc un bout de la Serbie, et ces magnifiques monuments médiévaux comme le monastère de Gračanica y sont inscrits comme des bâtiments serbes. D'ailleurs, la Serbie ne reconnaît toujours pas le Kosovo comme une entité indépendante, et pour eux c'est juste la partie sud de leur pays. Ce qui rend les passages de frontières un peu exotiques. Je vais vous expliquer avec un dessin, ce sera plus simple. Donc, si on entre dans le pays par une des frontières du Kosovo, qui est donc pas gérée par la Serbie, on est accueilli par des douaniers kosovars et donc pas serbes. En voulant remonter au nord pour aller en Serbie, on finirait par tomber sur des douaniers serbes. De leur point de vue, comme le Kosovo est serbe, mais qu'ils n'ont pas mis un tampon à l'entrée dans le pays, c'est comme si on s'y était glissé illégalement. Bref, si on rentre par le Kosovo et qu'on repart par la même route, ça va, nickel. Si on rentre par la Serbie et qu'on ressort par la même route, ça va nickel. Mais toutes les autres situations vont générer de la paperasse pour rien. Même si j'admets qu'il y a un certain panache à tester les limites de la bureaucratie des Balkans. Ça faisait un bout de temps que le concept de pays m'intéressait, mais ce passage au Kosovo m'a vraiment donné envie de comprendre tout ça en fait. Qui décide de ce qu'est un pays ? Est-ce qu'on peut être un demi-pays, comme dans le cas du Kosovo? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Et je me suis dit qu'une façon de répondre à cette question serait de créer un pays de toutes pièces, et de le faire pour vous, pour la chaîne. La communauté de Dirty Biology aurait alors son propre Dirty Biologistan, ou sa république populaire de Dirty Biology, comme vous voulez, et on en ferait ce qu'on veut, que ce soit une expérience sociale, un paradis fiscal, ou une secte avec des libations orgiaques. Ou les trois en même temps, pourquoi pas. Bref, il n'y a plus qu'à se mettre au taf, et je pense que je vais commencer en m'intéressant à l'histoire du Kosovo, parce que c'est mon inspiration de départ, donc... Bon, je vais pas vous retracer en détail l'histoire du conflit qui a mené à la déclaration d'indépendance de 2008, parce que, comme l'a dit Winston Churchill, les Balkans ont tendance à produire plus d'histoires qu'ils n'en consomment. Mais je vais quand même tenter une simplification abusive de l'histoire du Kosovo en moins de 60 secondes, parce que j'aime bien les défis. L'histoire du Kosovo est traditionnellement rattachée à celle d'une bataille qui oppose les Serbes aux Turcs ottomans au XIVe siècle. Les Turcs mettent une pile aux Serbes dans les plaines kosovares, et ceux-ci en font un élément fondamental de leur culture. C'est peut-être un peu paradoxal, mais ils sont fiers de s'être bien battus contre l'envahisseur, et du coup, ce lieu, qui s'y attache, devient par extension un lieu important pour la Serbie. Quelques siècles passent, une première guerre mondiale fait que la Yougoslavie émerge comme une fédération de plusieurs républiques, et une seconde guerre mondiale la fait passer de monarchie à république fédérale socialiste, guidée par un président à vie, le maréchal Tito. Le territoire est alors divisé par des frontières avec une origine historique ou ethnique. On retrouve les républiques de Slovénie, de Croatie, de Bosnie, du Monténégro, de Serbie, d'Albanie, de Macédoine, et à cela s'ajoutent deux provinces autonomes en Serbie, le Voïvodine et le Kosovo. À la mort de Tito en 1980, l'unité de la fédération éclate et le nationalisme explose, en particulier en Serbie, où on voulait à l'époque garder la fédération en la dirigeant depuis Sarajevo, donc depuis chez eux. Sauf que les autres républiques sont moyennement d'accord, et au début des années 90, une série de conflits complexes va toucher les 6 territoires, les guerres des Balkans.
Bon, j'ai pas fini, donc j'ai perdu mon défi. Dommage, mais il faudrait en fait une série Netflix de 15 épisodes pour presque commencer à comprendre un peu ce qui s'est passé durant ces conflits. Le plus important à saisir est qu'ils auront un bilan extrêmement lourd, dont on voit encore les cicatrices aujourd'hui. 150 000 victimes disparues au cours de nettoyages ethniques atroces, des villages dévastés, plusieurs pays de la région en sortent ruinés, traumatisés, mais indépendants. Ou presque. La Serbie et le Monténégro se détachent d'un accord commun dans un calme relatif en 2006, mais lorsque le Kosovo se déclare lui aussi indépendant le 17 février 2008, avec le soutien d'institutions internationales, ça passe moins. Ce territoire si riche d'histoire serbe semble dur à abandonner, et même si 13 ans plus tard les relations commencent à se dégeler, entre deux incidents diplomatiques quand même, Belgrade ne reconnaît toujours pas la légitimité de ce pays, ce qui crée des situations un peu originales. Vous voyez là, c'est le symbole des problèmes qui arrivent lorsque l'on essaye de créer un pays. Ce pont enjambe la rivière de l'Ibar et bien qu'il relie les deux rives entre elles, il marque en fait leur rupture. De ce côté, le sud de la ville de Mitrovica, à majorité albanaise, et de celui-ci, le côté nord, à majorité serbe. Bien que toute la ville soit théoriquement sous le contrôle du nouvel État du Kosovo, indépendant depuis 2008, toute la partie nord est en pratique administrée par une municipalité différente. On utilise le dinar serbe alors que tout le reste du Kosovo utilise l'euro. Il y a un code téléphonique différent, on y parle serbe plutôt qu'albanais et globalement on ne se sent pas du tout kosovar. Le processus d'indépendance ne se fait donc pas trop dans la douceur et il semble plutôt que les cas où ça se passe mal soient la norme. Le dernier pays à obtenir une reconnaissance internationale, le Soudan du Sud, a acquis son indépendance du Soudan tout court après une longue guerre civile qui a fait des millions de morts. Et face à ces exemples horribles, la question qui me vient perso c'est... Comment on fait pour faire pareil? Suivez mon raisonnement. Le Kosovo a 1,8 million d'habitants, cette chaîne a 1,2 million d'abonnés, on doit pouvoir faire un truc. Bon, évidemment, j'ai aucune envie de me lancer dans une guerre civile, et de toute façon, je suis beaucoup trop feignant pour faire un gourou convaincant, mais je trouve que essayer de créer un pays est un bon exercice pratique pour essayer de comprendre ce que ce mot veut dire. Et si dans la théorie, c'est simple, dans la pratique, quel bordel! Hop les... Avant de créer un pays, j'ai dû faire quelques recherches pour comprendre ce que ce mot voulait vraiment dire. Je suis biologiste de formation et même si ces questions me fascinent, j'ai préféré m'entourer de spécialistes pour me guider et m'aider à lancer ma propre nation. Du coup, j'ai appelé Twitter à l'aide et un expert m'a répondu. Ok, intéressant. Bon, ça va être compliqué de créer un pays. Ça non, mais tout ce qui est beau est compliqué. Hein. Ouais, voilà, on va dire ça. Ismaël et Raoul sont tous les deux chercheurs en sciences politiques et spécialistes des questions de souveraineté. On peut peut-être commencer avec une définition sur la souveraineté. C'est quoi la souveraineté et en fait c'est quoi un pays? C'est quoi une nation? Racontez-moi en termes simples. La souveraineté, c'est la capacité d'une entité à choisir ses propres règles, son propre fonctionnement. Vous avez sans doute déjà entendu parler de la distinction entre nation, pays et État, et en théorie, tout ça est très simple. La nation est une construction historique du sentiment d'appartenance d'un peuple à une identité commune fondée sur la culture, la langue, la religion, même pourquoi pas un territoire. C'est donc une identité. Un État est une organisation administrative, publique, impersonnelle et souveraine, donc un appareil politique qui se dote d'un ensemble de règles, de lois. Et enfin, un pays est une notion géographique, c'est un territoire qui est entouré de frontières. Voilà, tout ça a l'air simple et propre, mais dans la pratique... c'est plus compliqué. Prenez juste les pays où j'ai tourné quelques épisodes de la chaîne, comme la République centrafricaine, le Svalbard, la Polynésie ou l'Afghanistan. Bon le contrôle de la Centrafrique est morcelé entre différents groupes qui ne respectent pas l'autorité du gouvernement. L'Afghanistan était, jusqu'en début d'année, gouverné par une autorité qui était reconnue par des pays occidentaux, mais la prise de pouvoir par les talibans a changé la donne, et elle n'est toujours pas considérée comme étant légitime par tous les membres des Nations Unies. Le Svalbard est peut-être administré par la Norvège, mais les ressources de cette zone démilitarisée peuvent être exploitées par les citoyens de tous les pays, sur un pied d'égalité absolu, et d'ailleurs aucun visa n'est nécessaire pour s'y rendre. Et la Polynésie française se gouverne elle-même, elle a sa propre monnaie, sa propre sécurité sociale, son propre gouvernement, mais elle reste attachée à la France pour tout un tas de questions, comme l'armée par exemple. En fait, sur ces questions, il faut bien voir que, entre guillemets, tout est négociable. Et c'est pour ça qu'on va avoir, par exemple, à Hong Kong, ils font partie de la Chine dite continentale, mais ils ont leur propre passeport.
hein, donc ils gèrent leurs questions douanières. Et pour autant, ils ne sont pas totalement souverains. Il y a plein d'États qui n'ont par exemple pas de monnaie et qui utilisent une monnaie d'un autre État. Le cas le plus typique, c'est l'usage du dollar américain, par exemple en Équateur. Et de manière informelle, ça va être par exemple en Palestine. Ils vont utiliser ça parce qu'ils ont plus confiance dans le dollar américain que dans la monnaie produite par Israël. Je voulais creuser et comprendre un peu mieux ces notions, alors j'ai fait des recherches pour essayer de trouver des cas limites quand nation, État, souveraineté ne vont pas toujours ensemble. Je trouve en général que trouver des exceptions à un concept me permet de mieux le comprendre, et là pour le coup des exceptions, il y en a. L'île de Puerto Rico est un territoire non incorporé des États-Unis. Il est sous souveraineté américaine et leur président est donc celui qui s'assoit à Washington, mais ses citoyens ne peuvent pas voter pour lui. Pas d'élection présidentielle pour Puerto Rico ou les 13 autres territoires de ce type, ce qui fait quand même 4 millions de personnes impliquées dans une gouvernance au parfum un tout petit peu colonial. Toujours aux US, les réserves amérindiennes sont reconnues comme des nations souveraines, mais pas des États. Du coup, si on regarde la véritable carte souveraine des États-Unis d'Amérique, ça ressemble plutôt à ça. Les réserves peuvent émettre leur propre passeport ou fermer les frontières, comme elles n'ont pas hésité à le faire pendant le Covid d'ailleurs, mais elles ne peuvent pas avoir leur propre monnaie ou leur propre armée. Une situation analogue existe en Birmanie, où se trouve l'état de Hua, une région relativement autonome qui a sa propre armée, qui utilise notamment la monnaie chinoise, mais qui reconnaît quand même la souveraineté de la Birmanie sur son sol. Toutes ces recherches pointent vers une énorme évidence, c'est qu'un État peut regrouper plusieurs nations, et il peut aussi n'en représenter aucune. Et une nation peut d'ailleurs exister sans État pour la représenter. Et là, j'avoue qu'à ce stade, je pourrais juste avancer sur la création de ma micronation, faire les papiers administratifs, tout ça, mais je commence à vraiment me passionner pour le sujet. En fait, il faut comprendre que les concepts d'État et de nation, comme on les entend aujourd'hui, sont relativement récents dans l'histoire. Du coup, je vais vous faire un tout petit historique hyper rapide. En Europe, la première moitié du XVIIe siècle est marquée par la guerre de 30 ans. Ce conflit a des origines complexes, qui mélangent une tentative de la part de la maison Habsbourg d'accroître son hégémonie, et celle des États d'Europe de la diminuer, sur fond de lutte entre protestants et catholiques. Les conséquences sont atroces, avec des millions de morts dans toute l'Europe. Les belligérants finissent par se rencontrer pour discuter, avec autre chose que des mousquets, dans 2 villes de la région de Westphalie, dans l'actuelle Allemagne. Les négociations de paix arrivent à une conclusion, les différents États doivent s'empêcher d'aller fouiller dans les affaires internes des autres. Les frontières sont désormais inviolables, chaque État a le monopole de la violence légitime sur son territoire, il s'occupe de sa religion et de sa gouvernance, et les autres ne doivent pas venir mettre leur nez dans les affaires domestiques internes. Cette idée n'était pas toute jeune, mais le traumatisme d'une guerre horrible motive tout le monde à appliquer cette souveraineté étatique, dite westphalienne. Ce que ça veut dire, c'est que cette façon précise de voir la souveraineté a tout juste 350 ans. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est relativement récent à l'échelle des civilisations, et pour à peu près n'importe quel pays de la planète, sauf peut-être l'Amérique du Nord, ça ne représente pas la plus grande partie de son histoire. L'autre chose à comprendre, c'est que cette idée est complètement contextuelle à l'Europe, même si on l'a par la suite bien exportée. Et c'est peut-être pour ça que la souveraineté a autant d'exceptions et d'ajustements. Le concept d'État, comme on l'entend chez nous, est finalement une invention récente et locale. Ok, pause. On était parti pour créer un pays à la base, et on voit mieux d'où vient le concept, tout ça, c'est très bien, mais concrètement, rien de tout ça ne nous dit comment faire. Donc j'ai cherché comment créer un pays. Selon la théorie déclarative de la souveraineté, il suffit de dire qu'on est un pays. Et voilà. Enfin, à peu près voilà, parce qu'il y a des conditions. Le premier article de la déclaration de Montevideo nous dit ceci. Un État souverain doit posséder une population permanente, un territoire défini et la capacité d'entrer en relation avec les autres États. Ok. La population permanente, ce sera vous, donc facile. Si tout le monde est chaud, on sera le 150e pays en termes de taille de population, devant le Bhoutan, le Luxembourg et 40 autres. On se défend bien. Le gouvernement aussi, ce sera vous. Moi, j'avoue, j'ai la flemme de m'en occuper et je préfère faire des vidéos sur YouTube. Je veux juste bien un bar à mon nom, quelque part. Mais sinon, franchement, rien d'autre. La capacité d'entrer en relation avec d'autres États, on a des mails, des comptes Twitter, donc tranquille. Mais le territoire défini, c'est là que les choses commencent à se compliquer parce que la très grande majorité des terres émergées sont déjà prises. Ah ouais, non, il n'y a vraiment rien de dispo. Hein. Putain, ils abusent, quoi. Pour créer un nouveau pays sans marcher sur les plates-bandes d'un État armé jusqu'aux dents, qui pourrait être un tout petit peu susceptible, il faut aller taper du côté des terra nullius, les territoires sans maître. Or, c'est exactement ce qu'ont tenté de faire de très très nombreuses micronations, ces fameuses tentatives individuelles de créer un pays. Il y a énormément de micronations, et on parle souvent des plus connues comme Sealand, qui est sur une ancienne plateforme militaire, ou la courte expérience utopique de la République de l'île de la Rose,
Mais la liste est en fait très très longue, et à chaque fois, la problématique du sol est centrale. La terre Mary Bird est tellement isolée que c'est la seule partie de l'Antarctique qui n'a jamais été revendiquée par un État, jusqu'à ce que Travis McHenry, un mec qui se fait appeler Duke, et qui a une certaine ressemblance avec un acteur de film de genre d'ailleurs, fonde le protectorat de West Arctica, qui en réclame la souveraineté. Alors, le traité sur l'Antarctique empêche toute réclamation du style, mais ça ne l'empêche pas de faire de la sensibilisation sur le réchauffement climatique qui menace, selon lui, son territoire, la terre Mary Bird. Alors c'est marrant, en 2009, le duc a créé une autre micronation dans une vallée de Californie qu'il a appelée Cal-Sahara. C'est son passe-temps apparemment. Bref, donc l'Antarctique ça va pas le faire, mais il nous reste l'espace. 2 micronations, au moins, ont revendiqué le volume de vide en dehors de notre planète, Asgardia et Celestia. La première a un drapeau vraiment cool, elle a lancé un satellite en 2017, avec à bord un disque dur contenant des photos de famille de presque 300 000 membres du pays. Mais là aussi, dommage, il y a un traité de l'espace qui interdit explicitement de revendiquer la souveraineté d'un corps céleste. Autre option, on vise le Bir Tawil, une très fine bande de terre coincée entre l'Égypte et le Soudan qui, à cause d'une bizarrerie géopolitique, n'est réclamée par personne. Et c'était exactement ce qu'il fallait à Jeremiah Heaton pour aller faire un tour dans ce désert qui est uniquement traversé par des tribus pastorales. Il y a planté un drapeau en 2014, celui de la micronation du royaume du Soudan du Nord. Jeremiah veut profiter de son nouveau pays pour faire de sa fille une princesse, montrer que même dans un désert on peut vivre de façon soutenable, ce qui est charitable, mais il y a déjà des gens qui le faisaient depuis des siècles en fait, et essayer de gratter un peu de pognon avec un docu Disney et de lancer sa crypto-monnaie. Moins mignon tout de suite. Une dernière option, c'est de faire émerger son propre territoire de l'océan. C'est ce qu'ont fait les créateurs de la République de Minerva en amenant des barges pleines de sable sur un atoll submergé au sud de la chaîne des îles Tonga dans le Pacifique. Et bim, une île toute neuve, un drapeau, une société libertaire sans taxes, sans subvention ou autre intervention économique, bref, les trucs habituels des micronations. Ça n'a que moyennement plu aux Tonga qui ont viré tout le monde et la mer a rapidement repris ses droits sur le banc de sable artificiel. Perso, j'ai pas les moyens de financer tout ce sable, va falloir faire beaucoup d'OP, donc tant pis. Bref, le truc à retenir, c'est que ces terra nullius sont des exceptions et il y en a un nombre très limité, parce qu'elles ne peuvent exister que dans les interstices du droit international, dans ces vides juridiques. Le Liberland, encore une micronation libertarienne sans impôts ni loi et un max de crypto-monnaie, n'existe que grâce à un contentieux territorial sur les îles du Danube entre la Croatie et la Serbie. De la même façon, il semble qu'il y ait un trou juridique qui concerne la souveraineté du Chili sur ses glaciers, ce qui a permis à Greenpeace de proclamer la création de la République des glaciers en 2014, une micronation dévolue à leur protection face à l'inaction du gouvernement chilien. C'était une très jolie campagne de sensibilisation, mais le problème d'être à ce point dans des zones floues, c'est qu'on est rarement, sinon jamais, légitime aux yeux des États. D'ailleurs, la plupart des autres projets de micronation font carrément l'impasse sur le critère de territoire et se constituent à l'intérieur d'une nation préexistante. Balek complet. Pour notre micronation, j'ai pas de territoire, donc tant pis pour les conditions de montée vidéo, mais j'ai des vidéos montées. Non, mais en vrai, la micronation, ce serait sur Internet du coup, voilà. Essayer de créer une nation en ligne n'est pas tout neuf, Virtland l'avait déjà fait en 2008, et ça se voit d'ailleurs, vu la tronche du site. Et d'autres, comme BitNation ou Puertopia, ont imaginé des pays dont la gouvernance serait décentralisée grâce à la blockchain. Bon, encore une fois, très cool comme projet, mais avec une légitimité plutôt légère. Et finalement, c'est pas bien grave, parce que la plupart des projets de micronation ne veulent pas vraiment être des pays indépendants. C'est plus une façon de revendiquer des idées, plus qu'une souveraineté. Certaines micronations ont aussi été créées comme des exercices pratiques pour les étudiants en droit international, comme des moyens de faire de la fraude bancaire, de montrer son désaccord avec une municipalité, ou pour servir d'exemple pour un documentaire. Ce qui est un peu comme ce que je suis en train de faire là, mais en moins bien. Ouais! Même si j'ai pas exactement réglé la question du territoire, ce sera Internet le territoire, allez hop, je peux quand même faire la déclaration d'existence de notre micronation en faisant une demande d'admission à l'ONU. Au pire, ils me prennent pas au sérieux? Genre, ça va me changer de mon taf, tu sais. Pour cela, j'ai tout simplement retrouvé la déclaration du Monténégro, faite en 2006, et j'ai changé quelques mots. La deuxième étape, c'était de créer un drapeau. Et pendant un live que j'ai fait sur Twitch, les gens se sont lâchés. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc on a ça. Qui est-ce que c'est? Voilà, c'est
série de biologie, intellect. Sauf qu'en y réfléchissant, j'ai eu une idée. Et si le drapeau était le pays lui-même ? Chaque personne pourrait posséder un pixel, ce serait son chez lui, et il peut changer de couleur quand il veut. Et les pixels forment tous ensemble un drapeau, donc le territoire. On laisse tourner l'expérience quelques jours, et boum, on a le pays. La carte est le territoire, tout ça. C'est méta, c'est pseudo-profond, j'aime bien, et on rigole tous ensemble. Du coup, pour faire ça, j'ai lancé un appel sur Twitter, encore, et des vaillants développeurs et développeuses ont répondu à l'appel. Après des semaines de labeur, ils ont fini par créer cette expérience incroyable en ligne, à laquelle vous pouvez participer. Alors, il n'y a pas de limite de place, vous avez juste à créer un compte, et voilà, vous aurez votre pixel qui sera juste à vous, et dont vous pouvez changer de couleur toutes les 5 minutes. Ce sera entre guillemets votre maison dans le Dirty Biologistan, quoi. Dans la république très populaire et démocratique de Dirty Biology. Il y a aussi un Discord pour que vous puissiez discuter et retrouver vos voisins si jamais vous voulez organiser des trucs, genre faire tout un voisinage qui serait rouge. Si vous voulez dessiner un truc à plusieurs, bah voilà, vous pouvez aller sur le Discord pour discuter. Je sais pas vous, mais moi je suis trop content que ça existe et je suis trop excité de voir le résultat. Si l'expérience marche, que vous êtes nombreux et motivés et que le résultat est cool, bah on étendra le truc. Pourquoi pas écrire une constitution collaborativement, ou un hymne national, j'en sais rien. Et on peut faire une véritable démocratie directe en ligne, une micronation chère aux valeurs d'internet. C'est beau. Et le deuxième truc cool, c'est que comme vous allez être obligé de créer un compte, ça vous permettra plus tard de participer à d'autres expériences que j'ai envie de mettre en place. Vous verrez, j'ai plein d'idées. Et en plus, vous pourrez aussi participer aux expériences que le youtubeur Fulloscopy va mettre sur la plateforme. Ça va être une sorte de gros lieu d'expérimentation, il va se passer plein de choses. J'ai trop hâte de voir ce que vous allez créer avec ça. Revenons sur notre micronation. En envoyant la lettre et en l'exprimant publiquement dans cette vidéo, selon la théorie déclarative, j'ai officiellement créé un pays. Voilà, je suis officiellement le président dictateur à vie générale. Très cool, donc. Mais en pratique, aucune micronation n'est reconnue par des États souverains qui sont légitimes, la mienne pas plus qu'une autre. Parce que oui, il existe une théorie concurrente à la théorie déclarative, la théorie constitutive, qui stipule qu'un pays n'existe que lorsqu'il est légitimé par les autres. Et là, on revient au Kosovo. Comme le Kosovo de Schrödinger, qui n'est reconnu que par la moitié des États membres de l'ONU, il existe en fait plusieurs pays qui sont un peu plus légitimes que les micronations, mais pas aussi universellement reconnus que, la France par exemple. L'exemple type, c'est évidemment Israël, qui n'est toujours pas reconnu par 28 États membres de l'ONU, ou la Palestine, qui est reconnue par 138 États, mais pas par les autres. Mais les cas les plus étonnants restent ceux des presque républiques du Caucase. La République d'Artsakh, la Transnistrie, l'Abkhazie, l'Ossétie du Sud ne sont pas tous reconnus par un quelconque membre de l'ONU, mais ils s'entrevalident tous les uns les autres. Moi, un truc que j'aime bien dire quand même, c'est qu'à l'échelle des nations, en tout cas, en fait, c'est l'anarchie qui règne. Mais ça ne veut pas dire au sens négatif, hein. C'est-à-dire que c'est des rapports de force avec aucune hiérarchie des normes particulières. La citation de Thomas Hobbes, « L'homme est un loup pour l'homme », est tronquée. La phrase complète exprime que l'homme est un dieu pour l'homme dans les relations entre citoyens, mais que l'homme est un loup pour l'homme dans les relations entre États, où règnent principalement des rapports de force. Donc en fait là, si j'arrive à convaincre assez de personnes qui sont abonnées à ma chaîne de faire pression sur l'État français et qu'on est très nombreux, on pourra peut-être faire quelque chose de facto. On pourra ensuite toujours réussir à faire une loi pour légitimer ce qu'on a fait de facto, quoi. Donc en Exactement. gros, il faut que je fasse mais ça équivaut à une sécession. Ouais, voilà, on va faire une guerre de sécession. Très bien, c'est voilà. Bref, essayons de conclure. Comme vous l'avez compris, le système international est riche en situations cocasses. Et encore, je n'ai pas parlé des entités souveraines qui ne sont pas vraiment des pays, mais qui émettent quand même des passeports et qui ont des ambassades, une monnaie et des timbres, mais qui n'ont pas de territoire. Les entités du droit international qui sont liées à un dogme, les pays que l'on pouvait louer la nuit sur Airbnb, ou les pays qui offrent une résidence en ligne parce que ce serait vraiment très long. Et au milieu de tout ça, des individus essayent de créer leurs utopies, souvent en désaveu des sociétés dans lesquelles ils évoluent. Je sais très bien que notre nouvelle micronation a peu de chances de prélever un jour des impôts, d'émettre des passeports et de gérer une armée. Et tant mieux, en fait. Grand max, il y aura peut-être un bar un peu pourri sur la place du village. On y servira des falafels et on boira des IPA et ce sera très bien. Mais elle a le mérite de montrer que le concept de pays est beaucoup plus riche qu'il n'y paraît, surtout à des gens qui, comme nous, ont grandi dans un état qui a inventé ce modèle, en raccord avec son histoire. Et au pire du pire, on se sera marré à faire une grosse expérience collaborative à laquelle vous pouvez participer dès maintenant. Le lien du pays est dans la description.
Le lien du pays est dans la description. Combien de fois dans ta vie tu peux dire le lien du pays dans la description? Incroyable. Du coup, moi j'ai quoi? J'ai le 6e pixel. Première ligne, 6e pixel. Je vais mettre du rouge. Non, du bleu. Alors, merci d'avoir regardé l'épisode jusqu'au bout, j'espère que vous avez kiffé. Ça a été un projet de longue haleine entre le développement de l'application en ligne et puis juste l'écriture de tout ça. C'est un sujet sur lequel je connaissais absolument rien et ça m'a fasciné. J'espère que vous allez participer massivement à l'expérience en ligne. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à revenir d'un jour sur l'autre pour voir ce que vos voisins ont fait, à vous coordonner. Le Discord aussi est dans la description si jamais vous voulez créer des dessins stylés. Bref, l'expérience va durer 2 semaines et on observera ensuite le résultat. D'ailleurs, cet épisode est sponsorisé par Displate qui va nous permettre d'imprimer le drapeau une fois qu'il sera terminé. Alors, ils m'ont envoyé... Putain, c'est lourd. Qui dit qu'un petit poster ne peut pas commencer une grosse collection? Littéralement, personne ne dit ça. Ok. Ah. Welcome to the jungle. Donc ils m'ont demandé de choisir différents designs, comme le rêve du douanier Rousseau. Cette affiche de propagande russe sur le spatial. J'adore les affiches de propagande russe. Si vous suivez la chaîne depuis les débuts, vous verrez dans le fond des épisodes qu'il y a des gravures d'un biologiste qui s'appelait Haeckel, qui a fait ces incroyables représentations de ce qu'il observait. Donc ça, c'est du plancton. Je trouve ça trop stylé d'avoir enfin la version solide. Trop content. Moi j'ai pris des designs qui ont un rapport avec les épisodes évidemment parce que comme ça je vais les mettre dans le fond. Mais ce qu'il faut savoir c'est que le site propose plus d'1 million d'images différentes à imprimer, que ce soit des trucs de marque ou des trucs d'artistes. Il y a vraiment le choix, c'est très cool et il y a aussi pas mal d'illustrations scientifiques qui sont vraiment stylées. Je vous mets mes recommandations personnelles dans la description si vous aimez comme moi l'illustration scientifique un peu jolie quoi. L'énorme avantage de ce système c'est qu'en fait vous avez juste à coller un aimant au mur et que ça tient sur la plaque en métal, ce qui vous permet de changer régulièrement en fait vos plaques et surtout ça vous évite de faire des trous dans les murs et comme ça votre propriétaire est content. Oui. Pour cette OP, ils vous font une promotion pendant 2 semaines de moins 26% si vous en achetez jusqu'à 2 et de moins 36% si vous en prenez 3. Mais j'ai négocié pour qu'il y ait une promotion de moins 22% pour toujours. Voilà. Si ça vous intéresse, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien en description. Et puis voilà, c'est grâce à ce genre d'OP que je peux faire des projets un peu ambitieux comme ça. Donc merci de votre compréhension. Et en plus, c'est cool si vous pouvez changer la déco à l'intérieur de chez vous. C'est parfait, hein. Sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas, le plus important, c'est d'aller participer à l'expérience du drapeau collaborative. J'aimerais, mais ça c'est un souhait fou, mais qu'on soit au moins 100 000 sur ce truc-là. Ça serait incroyable. Et je pense que vraiment, on pourrait être hyper fiers du résultat de cette intelligence collective. J'ai très hâte de voir en tout cas à quoi ça va ressembler. On se retrouve dans au moins 2 semaines pour voir le résultat. Salut!